Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode particulièrement bouleversant de Plus belle la vie, encore plus belle, l'épisode 372, diffusé le mercredi 9 juillet 2025 sur TF1. Et attention, préparez-vous, car ce chapitre va profondément marquer les esprits. Dans cet épisode, le destin de Samuel bascule à jamais. Un simple message vocal devient le point de départ d'une onde de choc dévastatrice. Jennifer, anéantie, découvre la vérité cruelle, Samuel ne reviendra plus. Mais derrière cette disparition, des mystères demeurent. Une bague de fiançailles retrouvée, un appel étrange d'une femme inconnue, des secrets non révélés. Samuel voulait-il vraiment rompre? Ou préparait-il une demande en mariage? Au commissariat, l'annonce officielle de sa mort glace ses collègues. Patrick, Jean-Paul, Idriss, Ariane, Morgane tous sont submergés par la douleur. Mais ce n'est pas tout, à la résidence, l'arrivée surprise de Laura, la sœur de Morgane, ajoute une tension supplémentaire. Et au Mistral, Apolline tente tant bien que mal de se reconstruire, alors que son quotidien s'effondre. Et puis, une révélation troublante tombe, Lenny est déclaré pénalement irresponsable après l'attaque. Internement psychiatrique, enquête classée, Idriss est effondré. Mais Patrick tente de lui offrir une lueur d'apaisement, et si Samuel était mort en héros, en empêchant le pire? Vous l'aurez compris, cet épisode est une véritable claque émotionnelle, un mélange poignant de deuil, de secret et de résilience. Restez bien jusqu'au bout pour découvrir la vérité derrière la dernière énigme de Samuel. Jennifer est assise sur le canapé, immobile, le regard vide. Dans ses mains, son téléphone. Elle appuie une fois de plus sur lecture. Et la voix de Samuel résonne à nouveau dans le silence de l'appartement. Jennifer, c'est moi. Je voulais te voir, j'ai quelque chose d'important à te dire. Un message simple, court mais qui tourne en boucle dans sa tête, comme un écho impossible à faire taire. Chaque intonation, chaque soupir dans la voix de Samuel, elle les scrute avec désespoir, espérant y lire entre les lignes ce qu'il n'a jamais eu le temps de dire. Quelque chose d'important, mais quoi, Samuel? Murmure-t-elle, au bord des larmes. Son esprit s'emballe. Et si Samuel voulait lui dire qu'il allait la quitter? Que leur histoire n'avait plus de sens? Elles se repassent leurs derniers instants ensemble, ils semblaient fatigués, mais sincères. Pourtant, un doute l'envahit. Tu voulais rompre, c'est ça? Souffle-t-elle avec amertume, tu allais tout m'avouer? Et si la fameuse « autre femme » qu'elle avait cru deviner existait vraiment? Et cette petite fille, ce secret caché? Les questions se bousculent sans réponse. Jennifer serre son téléphone contre elle, comme s'il était le seul lien encore vivant entre elle et Samuel. Mais au fond, une part d'elle résiste. Non, tu voulais pas me quitter. Je l'aurais senti. Tu m'aimais encore. Tu voulais me dire autre chose. Un secret? Une révélation sur sa famille? Ou ce don au pavillon des fleurs qu'il voulait lui cacher? Jennifer vacille entre douleur, amour et incompréhension. Elle veut comprendre. Elle veut des réponses. Et plus que tout, elle veut entendre à nouveau sa voix, pour de vrai. Mais Samuel n'est plus là. Et ce message, si bref soit-il, est devenu un mystère brûlant, un dernier souffle laissé derrière lui. Dans les couloirs du commissariat, le silence règne, pesant, irréel. Patrick Nebou, le visage fermé, les traits tirés par la douleur, entre dans la salle de réunion. Les visages sont tendus. Ariane, Jean-Paul, Idriss, Morgane tous savent que quelque chose de grave va être annoncé. Mais personne n'est prêt à entendre l'irréparable. Patrick prend la parole, d'une voix grave. Je viens d'avoir la confirmation de l'hôpital. Samuel est mort des suites de ses blessures. Un frisson parcourt la salle. Le choc est immédiat. Ariane baisse la tête, les larmes aux yeux. Jean-Paul serre la mâchoire, les poings crispés sur la table. Morgane reste figée, blanche comme un linge. Et Idriss s'écroule. Dans les vestiaires, il s'effondre, incapable de contenir sa peine. Il entend au loin la voix de Patrick, qui prononce un hommage digne et sobre. Samuel était un homme droit, un policier engagé,
un frère d'armes. On ne remplace pas quelqu'un comme lui. Chaque mot est une claque. Idriss se tient la tête, submergé par la douleur. Il revoit leur dernière conversation, ce moment où il espérait encore qu'il s'en sortirait. Il avait cru qu'il allait guérir, qu'il allait revenir. Et maintenant il ne reste que le vide. Jean-Paul, lui, s'approche de Patrick. La gorge nouée, il murmure. Tu sais quand auront lieu les obsèques ? Patrick secoue la tête, incapable de donner une date. Pas encore. Mais je vous tiendrai informé. Une cellule psychologique est mise en place pour ceux qui en ont besoin. Mais que peut la parole face à un deuil aussi brutal ? Chacun est désormais confronté à l'absence de Samuel, un collègue, un ami, un homme qui luttait dans l'ombre contre ses démons, et qui laisse derrière lui des cœurs en miettes. À la résidence, l'ambiance est lourde. Morgane, totalement effondrée, erre dans la pièce commune, le regard vide, les gestes lents. Depuis la mort de Samuel, elle n'est plus la même. La culpabilité la ronge, elle revoit sans cesse cette scène tragique. C'est elle qui a trouvé son corps, et cette image ne la quitte plus. Jennifer vient la rejoindre, espérant trouver un peu de lumière dans ce chaos émotionnel. Elle sait que Morgane est la dernière à avoir vu Samuel vivant. D'une voix tremblante, elle lui fait écouter le dernier message vocal que Samuel lui avait laissé, à la recherche d'un indice, d'un mot, d'un sous-entendu. Il voulait me dire quelque chose, tu crois qu'il allait rompre ? Ou qu'il avait un secret ? Morgane écoute en silence, puis, d'un ton fatigué. Il ne m'a rien dit de tout ça, mais s'il cherchait à parler, peut-être que ça a un lien avec le pavillon des fleurs. C'est là qu'on était souvent ces derniers temps. Jennifer repart avec cet espoir, cette piste fragile à suivre. Pendant ce temps, Jules tente de réconforter Morgane, lui propose de sortir prendre l'air ou simplement de parler. Mais elle refuse. Elle a besoin d'être seule, de s'isoler, de digérer la douleur. Et c'est là que tout bascule. Une jeune femme débarque, sac à la main, sourire enthousiaste, Laura, la sœur cadette de Morgane. Elle annonce qu'elle est là pour passer le concours de police, qu'elle va rester un mois à la résidence. Mais comme elle arrive en dernière, il ne reste qu'un seul lit disponible, dans la chambre de Morgane. Face à cette annonce, Morgane reste figée. Elle n'en croit pas ses oreilles. Non, mais c'est une blague ? Maintenant ? Tu débarques maintenant ? Laura ne comprend pas. Elle est pleine d'entrain, de motivation, mais elle ignore dans quel état est sa sœur. Morgane est dégoûtée. Ce n'est clairement pas le bon moment pour partager sa chambre, ni sa peine. Mais elle n'a pas le choix. La cohabitation s'annonce électrique et la douleur de Morgane risque d'exploser sous la pression de ce retour inattendu. Au Mistral, Apolline s'installe une fois de plus avec son éternel verre d'eau, le seul luxe qu'elle peut encore s'offrir. Jawad, à la fois amusé et un brin agacé, lui lance avec humour. T'as décidé de squatter ici ou quoi ? Un verre d'eau, c'est pas un abonnement à la journée. Mais derrière le sourire d'Apolline, la vérité est bien plus crue. Plus tard, à l'écart, elle se confie à Aya. Les yeux baissés, elle murmure. J'ai plus un sou. Tout ce que j'avais, je l'ai claqué dans un sac à main. Une folie, je sais. Mais c'était pour garder la face. Aya est abasourdie. Ce luxe superficiel cache en réalité une spirale de solitude et d'errance. Apolline passe ses journées au Mistral, non pour profiter de l'ambiance, mais pour espérer. Espérer apercevoir Ulysse, croiser son regard, lui parler et peut-être obtenir le pardon qu'elle n'a jamais cessé de chercher. Chaque jour, elle s'installe à la même table, comme une ombre du passé, dans l'attente d'un signe. Mais pour l'instant, Ulysse ne vient pas et Apolline reste là, figée entre regrets et illusions perdues. Le lendemain matin, l'ambiance est tendue dans la chambre de Morgane. Elle s'habille machinalement, encore groggy par la peine. Laura, déjà en tenue de sport, rayonne d'énergie, comme si elle ne percevait pas totalement l'ampleur de ce que traverse sa sœur. Avec une certaine maladresse, elle tente un rapprochement. Je sais que c'est pas facile pour toi en ce moment, mais justement, ça te ferait peut-être du bien de bouger un peu. Viens avec moi à l'entraînement, ça te changera les idées.
Morgane lève les yeux, incrédule. L'idée de faire du sport, de courir, de transpirer, alors qu'elle est brisée de l'intérieur, lui semble absurde. Mais Laura insiste. Je veux te présenter mon coach, Philippe Delma. Un vrai tyran, tu vas voir, il te crie dessus toutes les 5 minutes mais au moins, t'as pas le temps de penser à autre chose. Morgane hésite. Elle n'a aucune envie d'affronter le monde. Et pourtant, cette proposition réveille quelque chose en elle. Peut-être que se confronter à l'effort physique pourrait la sortir de cette torpeur. Ou au moins lui permettre de respirer quelques instants. Elle finit par souffler. Ok. Mais je te préviens, au premier cri, je rentre. Laura sourit, soulagée. C'est un petit pas. Un moment partagé. Et peut-être, pour Morgane, le début d'un lent retour à la surface. Alors que la douleur de la perte reste vive, Apolline tente de se reconstruire sur le plan professionnel. Face à ses erreurs passées et à son exclusion de la voie classique du barreau, elle décide de rebondir autrement, elle envisage désormais de se lancer dans le conseil juridique en freelance. Ce ne sera sans doute ni aussi prestigieux, ni aussi bien rémunéré que la carrière d'avocate qu'elle visait mais elle mise sur un modèle différent, plus souple. Je ferai de la quantité, pas forcément de la qualité, confie-t-elle, un brin cynique mais déterminée à retrouver une forme d'utilité sociale. Apolline veut prouver qu'elle peut se relever, même sans diplôme. De son côté, Gabriel tente d'apaiser Jennifer, qui reste profondément bouleversée. Il lui avoue qu'il a encore du mal à réaliser que Samuel est vraiment parti. La douleur est là, sourde, irréelle. Il lui remet alors les affaires personnelles de Samuel, récupérées à l'hôpital. Dans le sac, quelques vêtements, son portefeuille et un petit écrin oublié au fond. Jennifer l'ouvre. C'est une bague. Simple, élégante, mais sans équivoque, une bague de fiançailles. Jennifer reste figée, les yeux embués de larmes. Il allait me la donner, murmure-t-elle, bouleversée. Samuel avait donc un projet, un avenir en tête, un engagement qu'il n'aura jamais eu le temps de concrétiser. Ce geste inachevé devient un symbole déchirant de leur histoire suspendue. Jennifer serre la bague dans sa paume. C'est à la fois une réponse et une nouvelle question. Jennifer, le cœur en miettes, se rend chez Barbara avec la bague de fiançailles serrée dans la main. Lorsqu'elle la lui montre, les larmes montent immédiatement. J'étais à une heure du plus beau moment de ma vie et tout s'est arrêté. Sa voix se brise. Elle réalise que Samuel, malgré tous ses tourments, préparait une demande, un acte d'amour fort. Et désormais, il ne reste que cette bague et un vide immense. C'est alors que le téléphone de Samuel, resté éteint jusque-là, se met à sonner. Un simple « D » s'affiche à l'écran. Jennifer blêmit. Ce nom, elle l'a vu apparaître plusieurs fois. Immédiatement, elle pense au dealer de Samuel, celui qui l'a peut-être replongé, celui qu'il tentait peut-être de fuir. Elle décroche, tremblante. Mais à l'autre bout du fil, ce n'est pas une voix rauque ou menaçante, c'est une femme. Une voix douce, familière. J'ai plus de nouvelles de toi, je m'inquiétais, tu passes ou non? Jennifer reste figée. Le monde s'effondre à nouveau. Qui est cette femme? Pourquoi appelle-t-elle Samuel comme s'il devait venir chez elle? Et surtout qu'avait-il à lui dire, ce jour-là, avant de mourir? Le choc est total. Jennifer comprend qu'elle n'a peut-être pas encore découvert toute la vérité. Lenny souffrait en réalité de schizophrénie paranoïde, une pathologie grave, avec des délires de persécution et une perte de contact avec la réalité. Depuis 15 jours, il avait arrêté de prendre son traitement, ce qui a conduit à une décompensation violente et dramatique. Après expertise psychiatrique, il ne sera pas jugé, la justice classe le dossier, car Lenny est reconnu pénalement irresponsable. Il sera interné d'office dans un établissement spécialisé. La nouvelle laisse Idriss profondément bouleversé. Rongé par la culpabilité, il repasse les scènes dans sa tête. Il ne comprend pas pourquoi Samuel est monté seul ce jour-là, pourquoi il ne l'a pas attendu. On était censé y aller ensemble, pourquoi il ne m'a pas attendu? Lâche-t-il, la gorge serrée. Patrick, lui aussi marqué par la perte de son collègue,
tente de consoler le jeune homme. Il évoque une hypothèse, une façon de donner du sens à l'irréparable. Tu sais, peut-être que Samuel a senti qu'il n'y avait pas une minute à perdre. Qu'il fallait intervenir avant que ça dégénère. On ne saura jamais ce qu'il a évité, mais moi je pense qu'il a peut-être sauvé des vies. La théorie du héros. Celle d'un homme qui, malgré ses failles, a trouvé la force d'agir, au mépris du danger, pour protéger les autres. Et même si cela ne suffit pas à apaiser la douleur, elle laisse dans les cœurs un souvenir digne, une forme de lumière dans le chaos. Samuel est peut-être tombé mais pas en vain. Et voilà, c'est ainsi que se referme l'épisode 372 de Plus belle la vie, encore plus belle, diffusé ce mercredi 9 juillet 2025. Un épisode tragique, bouleversant, mais surtout profondément humain. La mort de Samuel n'est pas seulement celle d'un collègue ou d'un ami. C'est celle d'un homme qui avait encore tant à dire, tant à offrir. Un homme brisé par ses propres blessures, mais qui avait trouvé la force d'aimer. La force de rêver à un avenir avec Jennifer. Une simple bague retrouvée dans un sac devient alors le symbole d'un amour inachevé, suspendu dans le vide. Et pourtant, même dans la douleur, une vérité s'impose, chaque instant compte. Samuel voulait parler, il voulait transmettre quelque chose mais il n'en a pas eu le temps. Et c'est peut-être là, la plus grande leçon de cet épisode, ne jamais remettre à demain les mots qui comptent. Dire « je t'aime », demander pardon, confier ses doutes, ses rêves ou ses peurs parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Chacun, à sa manière, tente de survivre à ce vide. Morgane, écrasée par la culpabilité, tente un pas vers la lumière avec l'aide de sa sœur Laura. Idriss, rongé par les regrets, cherche du sens à la perte. Jennifer, elle, lutte pour reconstruire un puzzle émotionnel dont il manque la pièce maîtresse. Et Apolline, face à la ruine de ses illusions, tente une renaissance, une réinvention. Samuel est parti. Mais il laisse derrière lui une empreinte indélébile, faite d'amour, de mystère et de courage. Alors n'oubliez pas ce que vous gardez dans le cœur, ce que vous n'osez pas dire aujourd'hui, peut devenir un regret éternel demain. Prenez soin de ceux que vous aimez. Et surtout osez aimer pleinement, pendant qu'il est encore temps. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de commenter, et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de la suite des épisodes. On se retrouve très vite pour un nouveau souffle au cœur du Mistral. À bientôt.